Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité sur le continent. Une demande du continent africain a polarisé les débats lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, quels enjeux et quelles chances de voir aboutir dans le futur une telle demande? Trois invités avec moi pour en parler. Thierry Moellé II, vous êtes directeur conseil en management stratégique, professeur de stratégie des organisations et d'économie internationale dans de grandes écoles et universités. Vous êtes par ailleurs historiographe, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage dans le pharaon inattendu, publié aux éditions Ekima Média. Vous êtes également auteur de ce livre. C'est plutôt un roman, celui-ci, on va dire une saga en 3 volumes. Le pharaon inattendu, le livre de la source, publié également aux éditions Ekima Média. Merci Thierry Moellé II d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Richard et merci de m'avoir invité. Bernard Oudin, vous êtes écrivain vous aussi, conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, auteur de 2 livres, dont Les Ouattara, une imposture ivoirienne, publié aux éditions du moment. Vous avez La dent dure contre le président Ouattara et ça se voit, ou encore auteur de Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Massimilo. Nous allons parler dans cette émission de l'ONU et vous avez un contentieux avec cette organisation, ses résolutions et leur mise en pratique sur le terrain, notamment s'il concerne votre pays, la Côte d'Ivoire, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Bernard Oudin d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous êtes enseignant en droit public à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Le droit de veto dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies était le terme de votre mémoire de master de la problématique. Vous êtes donc familière. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Afrique veut des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instar de toutes les autres puissances du monde, et ce, sans aucune restriction, comme a tenu à le préciser à la tribune des Nations Unies le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais également me réjouir de l'annonce officielle par les États-Unis d'Amérique de leur soutien à l'admission de 2 États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité. Cependant, l'Afrique attend une adhésion plus large des autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative. En même temps, l'accès au droit de veto des membres africains. Ceci ne serait que justice pour notre continent. Bernard Oudin, très rapidement, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, nous venons de l'entendre, dit et veut pour l'Afrique 2 sièges permanents et ce, avec droit de veto. Une demande légitime, dirons-nous. C'est une demande ancienne, ce n'est pas simplement ce que dit aujourd'hui le président gabonais. C'est d'ailleurs repris il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça qu'il en parle, par l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Libéria, qui a ensuite représenté les États-Unis aux Nations Unies, Madame Thomas Greenfield. C'est une proposition des grands États de toujours donner, je dirais, entre guillemets, cette carotte à l'Afrique, mais savoir quelle sera la taille et la forme de cette carotte, parce que je crois que le point principal, c'est le droit de veto. Et on en parlera avec nos amis. Je crains que le droit de veto, tel qu'on l'imagine, tel qu'il existe aujourd'hui pour les 5 membres permanents, soit difficile à obtenir dans un avenir proche. C'est pas pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Je dis, c'est pas mon souhait. Mais c'est votre pressentiment. C'est un pressentiment. Déjà, l'application actuelle du droit de veto crée des soucis importants. Ça a peut-être permis la survie de l'ONU depuis l'origine, parce que s'il n'y avait pas eu de droit de veto absolu, je pense que des pays comme l'Union soviétique à une certaine époque, ou peut-être la Russie aujourd'hui, auraient lâché les amarres avec cette forme d'ONU.
Mais le fait qu'il y ait ce Conseil de sécurité avec ses 5 membres qui se tiennent tous un petit peu par la barbichette, si on peut dire, permet à l'ensemble de tenir qu'à un cas et de vouloir introduire légitimement 2,5 milliards d'habitants, 54 pays dans l'organisation centrale de l'ONU, ça paraît d'une légitimité irrévocable. Alors, très rapidement, avant de parler du fonctionnement même du droit de veto avec celui qui est le spécialiste de la question autour de cette table, Thierry Moëllet, comment d'abord comprendre que une organisation, au sein d'une organisation créée en 1945, l'Afrique, qui est à la fois le continent, on va dire, le plus grand du monde en termes de population et même, pourquoi pas, de superficie, ne soit pas représentée en 2024 au sein du Conseil de sécurité. Déjà, à la base. Déjà, il faut comprendre que l'ONU n'a jamais été conçue pour de telles exigences. L'ONU était, à l'époque de sa création, une espèce de club d'anciens colons ou de colons, parce que il ne faut pas oublier, si on met de côté peut-être la Russie et accessoirement la Chine, si on ne part avec l'ONU que sur la base du fait que c'est les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre occidentale, on a tout faux. Parce que cette Deuxième Guerre, il y a des Africains qui ont participé, mais c'était par leur compte. C'était au compte, n'est-ce pas, des colons. Oui. Et ce sont des colons qui s'asseyaient, qui se sont assis sur les cendres de la Société des Nations, la SDN, pour créer en 1945 les Nations Unies. Le problème avec cette création est d'abord un problème, appelons ça quoi, d'illégitimité démocratique. Parce que vous avez 7 milliards de personnes qui vivent sur cette planète, et vous avez une Assemblée générale qui prend à peu près aujourd'hui 193 pays, États. Et vous avez 5 pays qui ont le droit de dire, quel que soit ce que l'Assemblée générale décide, il y a 5 pays qui ressemblent à une espèce d'oligarchie qui décident si oui ou non ça va s'appliquer, ou alors qui bloquent l'application de ce que la majorité, n'est-ce pas, a décidé. Il y a donc un problème d'illégitimité démocratique parce que ça ne représente que peanuts. Il se fait que lorsqu'on creuse à l'intérieur de l'essence même de ce Conseil de sécurité, on se rend compte qu'au moment de la création des Nations Unies, la majeure partie des pays du monde étaient encore sous le joug colonial. C'est vrai. Des gens qui sont supposés, n'est-ce pas, favoriser l'épanouissement de l'humanité. Et ce sont eux qui siègent à ce Conseil de sécurité. Je dis bien hors la Russie et la Chine, parce que tous les autres, d'une manière ou d'une autre, étaient encore des colons et qui régissaient les allées et les venues, n'est-ce pas, des peuples du monde. Donc aujourd'hui, qu'on pose la question de savoir si il y a lieu, n'est-ce pas, d'octroyer la question. On pose la question à qui octroie? Parce que si on doit généralement s'interroger sur le système des Nations Unies, sur le Conseil de sécurité, quel est l'organisme à l'intérieur qui donnerait, on s'adresse à qui? Le Conseil de sécurité. Bon, le Conseil de sécurité, le Deep State qui est là derrière, c'est les États-Unis. C'est ça. Donc, alors, est-ce que les États-Unis, en tant que Deep State, donc le pays profond, vont accepter de se désarticuler et de se départir de leur puissance juste pour les beaux yeux des Africains? La question est encore plus grave. Lorsqu'on prend près de 2 milliards de personnes humaines qui vivent en Afrique en tant qu'Africains, du Cap au Caire, d'Asmara à Lagos, eh bien, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est leur priorité? Quel est l'intérêt pour les Africains aujourd'hui de reposer une question qui a été posée depuis les années 60? Ce n'est pas aujourd'hui que les Africains demandent, n'est-ce pas, à accéder à la table. La question que vous posez s'adresse à qui? Quel est l'intérêt pour qui? Pour les Africains? Pour les Africains. Au regard des Américains et du reste du monde? Au regard des Africains eux-mêmes. Parce que l'agenda, jusqu'à présent, qui est celui des Nations Unies, c'est d'amener les Africains à voter pour leurs intérêts. L'intérêt des Américains et des superpuissances. Oui. Aujourd'hui, que les Africains demandent à accéder à la table, ils apportent quoi concrètement en termes de puissance? Vous posez la question pour mettre en cause la légitimité de la demande? Non, ce n'est pas la légitimité, mais la pertinence. La pertinence de la demande. Parce qu'on peut bien suivre qu'il est légitime du point de vue démographique
Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde. On ne regarde pas la démographie pour octroyer des cartes, n'est-ce pas, et des jokers. On regarde la puissance à la fois militaire, économique et stratégique que représentent ceux qui veulent absolument avoir droit... L'Afrique n'a pas la puissance économique qu'il faut pour être... Non, dans le sens qui est celui de la géostratégie mondiale, oui, l'Afrique ne pèse tout pas le monde encore. vient s'approvisionner en Afrique et vous nous dites que... Ça, ce sont les matières premières. C'est mais pas oui, la mais puissance, c'est le potentiel. Oui, mais c'est ça qui fait la puissance économique. Non. La puissance si économique... aujourd'hui, on ferme la porte pour l'approvisionnement en minerais, uranium... Richard, on parle de potentiel économique. D'accord. La puissance économique, c'est déjà l'économie réelle, transformée avec, d'un côté, l'agrégat de la demande, c'est-à-dire l'ensemble de la demande qui est satisfaite. Votre discours s'entend. Ben voilà. Et aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore, à mon avis, outillée pour fonctionner avec ce qu'on appelle des bargaining powers, c'est-à-dire, en fait, le pouvoir de négociation. Quel est le pouvoir de négociation que l'Africain a aujourd'hui pour peser et contraindre, n'est-ce pas, toutes les superpuissances... Si le sens de votre question... Oui. C'est d'amener les Africains à se prendre plus au sérieux et à se rendre plus respectables sur la scène internationale. Alors, je la comprends, votre question, Patrick Mboyo. ONU créée en 1945. C'est en 1971 que la Chine a fait son entrée au Conseil de sécurité. La Chine qui était en 1945 un peu comme, faisait partie du tiers monde. Donc, alors, pourquoi on fait entrer la Chine et le continent aujourd'hui, et moi je vous repose la même question, espérant que vous n'êtes pas de l'avis de Thierry Moëllet. Vous, le regard que vous portez sur une telle demande, s'il vous plaît. Il faut d'abord comprendre d'où vient l'ONU. L'ONU est une organisation qui a été créée dans le cadre d'un conflit. Le conflit dont vous venez de parler tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1942, il y a eu une déclaration qu'on appelait la Déclaration des Nations Unies, que certains pays commençaient déjà à signer pour penser à l'après-société des nations. Et dans cette déclaration, tous les pays qui étaient membres, signataires de cette déclaration, ont été conviés à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 à ce qu'on appelait la Grande Conférence pour la création de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Cette organisation a été créée avec un but principal, précis, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et dans ce contexte-là, déjà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'États qui existaient, qui étaient États souverains. Il y a eu plus ou moins 55 États au départ pour la création des Nations Unies, et dont 11 membres du Conseil de sécurité. Il n'y avait même pas 15. Ce n'est que par la suite, à la suite d'une réforme, que le Conseil de sécurité passait à 15 membres. Donc déjà, il faut se demander, les pays africains, il y en avait combien à la création des Nations Unies? Et il y en avait pratiquement pas. À part le Libéria, l'Éthiopie, peut-être l'Égypte aussi, je pense. En tout cas, c'est à compter au bout des doigts. Non, le Libéria, c'est tellement pas. Le Libéria est venu après, a été créé, je crois, en 1946 non, le Libéria était un État ancien. Créé par des anciens esclaves afro-descendants. D'accord. Le Libéria était membre fondateur des Nations Unies, l'Éthiopie aussi, je pense peut-être l'Égypte et d'autres membres. Donc c'est à voir. Pardon ? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi. Voilà. D'accord. Donc c'est à compter au bout des doigts. Je ne pense même pas que ça faisait 5 États. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà partis avec un déficit du nombre d'États au sein de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Ça, c'est un premier élément qu'il faut noter. Maintenant, c'est la conception du droit de veto. Le droit de veto en lui-même, en fait, dans la Charte des Nations Unies, vous ne verrez nulle part le mot veto. Ça n'existe pas. C'est le travail que j'ai fait justement quand j'étais à l'université. Le veto, c'est quoi en réalité, le droit de veto ? Le droit de veto, c'est une garantie du mécanisme qu'on appelle le principe de l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, consacré par l'article 27, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, qui dit que pour toute décision concernant une question autre que de procédure, il faut qu'il y ait l'unanimité des membres permanents des Nations Unies. Oui. Et ces membres permanents sont au nombre de 5. La Chine, qui a été membre dès l'origine, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Fédération de Russie. Maintenant, pour la Chine, pour revenir à ce que vous disiez, la Chine a été confrontée à un problème avec la révolution chinoise qui s'est faite. Le gouvernement qui était au départ légal à Pékin est parti sur l'île de Taïwan. Et ce gouvernement a continué d'exercer pendant que la révolution était sur la Chine continentale. C'est ce gouvernement qui représentait la Chine et n'a utilisé le veto qu'une seule fois pour s'opposer à l'adhésion de la Mongolie. Oui. Ensuite, ce n'est que par la suite, en 1971, que l'ONU s'est rendu compte, attendez, on doit faire la réelle politique.
la vraie Chine, la Chine majoritaire, se trouve sur la Chine continentale. Absolument. Reconnaissons le gouvernement sur place, de Mao, comme étant le gouvernement légitime, et c'est à partir de ce moment-là que la Chine est redevenue pleinement membre du Conseil de sécurité nationale. Monsieur Boyo, on revient à l'Afrique. Maintenant, pour revenir à l'Afrique, le problème de la conception du droit des vétos. L'ONU n'a pas été créée seulement par la conférence de San Francisco. Il y a eu une première conférence, la conférence de Dumbarton Oaks, qui a eu lieu du 21 septembre au 7 octobre 1944. Dumbarton Oaks, une petite ville près de Washington. Et pendant que les grands de ce monde travaillaient déjà, il y avait la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie à l'époque, il y a eu une opposition entre la Russie et la Grande-Bretagne sur l'application du droit de veto. Comment on allait faire fonctionner le veto. Et la conférence est achevée le 7 octobre. Ils se sont donné rendez-vous à Yalta. C'est vrai, la conférence du 3 au 11 mars 1945 à Yalta. Et souvenez-vous, Staline, maintenant, pour faire comprendre à Churchill qui n'était pas de son niveau, a prévu un siège, une chaise en tout cas, identique pour lui-même Staline et Franklin Delano Roosevelt, mais il a prévu une chaise différente pour Churchill. Donc Churchill était dans un fauteuil un petit peu allongé, un petit peu pour lui montrer qu'il n'avait pas le même niveau. N'oubliez pas de revenir à l'Afrique. Je reviens à l'Afrique, déjà pour vous montrer pourquoi je parle de tous ces éléments. Pour dire que le veto, c'est d'abord un élément de puissance. C'est un élément de puissance. Nous sommes en train de vivre un événement particulier actuellement, c'est que nous cherchons à réformer l'ONU dans un contexte qui n'est pas de guerre, dans un contexte qui est de paix. Enfin, de paix relative. Dans ce moment, paix relative dans ce monde, mais en tout cas de paix. Les grandes puissances, entre eux, ne se font pas la guerre, en tout cas les 5 membres permanents. Pas encore. Ne se font pas la guerre. Or, pour réformer les droits des vétos, l'article 109 de la charte dit que toute réforme de l'ONU nécessite le vote des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, eux-mêmes doivent être d'accord. Ce n'est pas une question de renoncer à la puissance, comme c'était dit tout à l'heure, mais de partage de puissance. Or, la puissance aujourd'hui, selon la conception actuelle, ce n'est pas une question de revendication, c'est une question de droit. Les Africains veulent un droit de puissance. Mais il n'y a pas question de légitimité, justement. Il y a question de puissance. Est-ce qu'on le revendique ou on l'obtient, ou on se le donne? On veut, en réalité, en tant qu'Africains, qu'on nous donne un siège. Or, ceux qui ont conçu le droit de veto, ou 2 sièges, ont conçu cela comme quelque chose qui a été conquis, arraché par la force et maintenu par le rapport de puissance. C'est intéressant ce que vous dites. On reviendra plus en profondeur sur cette question de rapport de force qui permet effectivement de jouir du droit de veto et de l'utiliser. Bernard Oudin, Thierry Moëllet II disait quelque chose d'intéressant et tout à l'heure, et c'est aussi là l'intérêt de votre invitation dans cette émission. Il dit l'organisation ne fonctionne pas du tout de façon démocratique. 5 pays s'entendent entre eux et prennent des décisions et qu'ils exécutent. On se souvient, il y a quelques jours, M. Robert Bourgi, dans son livre « Confession, ils savent que je sais tout », rapporte une conversation, un échange avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui justement dit dans ses confessions « J'ai reçu mandat pour vitrifier Laurent Gbagbo. Je vais le vitrifier. J'en ai reçu mandat. » J'ai dit tout à l'heure que vous avez contentieux avec cette organisation. C'est aussi là l'illustration de l'utilisation arbitraire et antidémocratique de cette organisation et de ses résolutions. Déjà, dans le livre de Bourgi, ça me donne une première satisfaction, c'est que vous avez dit que j'ai écrit des livres sur Ouattara et le président Gbagbo en 2015 et en 2019. Je disais déjà à l'époque, dans mes livres, ce que M. Bourgi dit aujourd'hui. Oui, mais et je le disais depuis 2010. Laurent Gbagbo a gagné les élections et c'est M. Sarkozy qui a indûment provoqué ce qui s'est passé en 2011 à Abidjan. Et en se voilant dans une soi-disant résolution de l'ONU qui lui aurait donné les capacités de faire ce qu'il a fait. Ce qui est aussi un mensonge absolu. Parce que les différentes résolutions qui se sont succédées sur la Côte d'Ivoire dans la période n'autorisaient jamais M. Sarkozy à faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on peut parler aussi, en parlant de l'Afrique, que les résolutions sur la Libye ne donnaient pas l'autorisation de faire ce que la France, les États-Unis, dans le cadre, entre guillemets, de l'OTAN, ont fait en Libye. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, j'ai connu des gens qui étaient à l'ONUCI, qui ont quitté l'ONUCI depuis,
en disant mais tout ce qu'on a fait était une hérésie juridique et une atteinte à l'organisation. Qu'est-ce que vous avez fait? Le fait d'aller déloger le président Gbagbo dans son palais il n'y avait aucun mandat pour ça. Aucun. Le seul élément sur lequel se fondait Laurent Gbagbo pour éventuellement reconnaître une défaite, c'était le recomptage des voix. On ne va pas revenir pendant des heures là-dessus, mais il y a juste un seul point qui nous relie à l'ONU, c'est que le lendemain du vote du deuxième tour, oui. M. Choi, représentant de l'ONU-SIC, représentant de l'ONU, oui. Et de représentant de Ban Ki-moon, qui était son compatriote, qui était coréen comme lui, mais qui était secrétaire général de l'ONU à l'époque. On a fait un communiqué officiel pour dire que la participation en Côte d'Ivoire était de 70%. Le jeudi, et même le RDR a repris ces 70% pour affirmer aussi que malgré la chute de la participation au deuxième tour, on atteindrait quand même 70%. Et le jeudi, quand M. Bakayoko a été instrumentalisé à l'hôtel du Golfe en présence de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis, le président de Bakayoko qui présidait la commission électorale indépendante, entre guillemets, il a fait un décompte des voix. Ouattara tant, Gbagbo tant, nombre de votants. Vous faites la division qu'un élève de CM2 peut faire, et on trouvait le taux de participation. Et ça, le monde entier ne l'a pas fait. Et moi, je l'ai crié nuit et jour à cette période-là. 82%. Comment vous passez de 70% à 82% en 4 jours alors que les votes sont fermés? Je propose. Toute la tricherie est là. Toute la tricherie est là. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient. Et dans quelques instants, pour suivre cet échange, c'est intéressant de revenir et de découvrir des années après ce que cette organisation, sous couvert de ses résolutions et de ses mandats, a pu créer comme difficulté, on va dire les choses légèrement, dans le monde. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.